Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Et donc, les fistules coronaires, en deux mots, c'est une pathologie rare, ça tombe bien, c'est le titre de la session, avec une prévalence qui est estimée à 0,002% de la population générale et globalement 0,1 à 0,2% de l'ensemble des adultes qui ont une coronarographie un jour dans leur vie. Et elle peut être rencontrée dans 0,2-0,4% des cardiopathies congénitales. Elle se définit par la connexion anormale d'une artère coronaire dans une des cavités cardiaques ou dans un vaisseau. Et donc, on distingue à gros traits les fistules coronaro-camérales, quand la fistule se draine dans l'oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche, ou les fistules coronaro-vasculaires, lorsque le site de terminaison est dans la veine cave supérieure, le sinus coronaire, l'artère pulmonaire. Les étiologies sont principalement congénitales. Il y a quelques formes acquises et on a là l'image d'une fistule coronaro-bronchique. Je l'ai mise dans la première plaque pour l'éliminer assez rapidement parce qu'on ne parlera pas de ça dans ce topo-là. Mais c'est un exemple typique de fistules qui sont dans la quasi-totalité des cas acquises, qui peuvent être rencontrées dans les syndromes d'Eisenmenger, dans les infections respiratoires dans l'enfance, dans les cœurs pulmonaires chroniques, thromboemboliques, ce genre de pathologie, et donc très essentiellement chez l'adulte. Et puis, il y a des indications fermeture qui sont consensuelles dans le cadre des recommandations américaines qu'on va aborder un peu plus tard. Mais s'il y a ce cadre-là, il y a aussi finalement beaucoup d'incertitudes parce que l'anatomie des fistules coronaires est éminemment variable. La présentation clinique est éminemment variable et dépend en partie de l'âge. Les modalités de prise en charge ne sont pas standardisées et donc on peut avoir un traitement, une approche conservatrice, on peut avoir une fermeture chirurgicale, on peut avoir une fermeture percutanée avec une multitude d'approches différentes. Les modalités de suivi ne sont pas consensuelles non plus. L'expérience globale est limitée du fait de la rareté du phénotype et finalement on se base sur tout ce qu'on sait sur des données relativement limitées dans la littérature puisque c'est essentiellement des case reports ou des séries multicentriques mais toujours avec des petits collectifs de patients. Et pour autant, quand on qualifie une fistule coronaire, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Et ça montre bien que si on a un petit collectif de patients, on ne parle pas forcément toujours de la même chose. Alors là, la classification paraît un peu dense comme ça, je vous l'accorde, mais si on passe au travers, en fait, il y a essentiellement d'abord le site d'origine de la fistule. Et donc, globalement, c'est dans 50 à 60% des cas une fistule qui naît de la coronaire droite. Elle naît de l'artère coronaire, enfin de l'IVA dans 25 à 40% des cas et plus rarement de la circonflexe. Ensuite, on qualifie le segment d'origine et ça, en fait, c'est un paramètre qui est vraiment très important. Il y a les fistules dites de type A qui sont proximales, c'est-à-dire que la fistule naît très précocement au début de l'artère coronaire et que finalement, tout le trajet fistuleux ne comprend pas de branche à destinée myocardique. Et à l'inverse, les fistules dites distales de type B qui, elles, naissent sur la terminaison de l'artère coronaire et donc sur tout le trajet de l'artère coronaire. Il y a des fistules à destinée myocardique qu'il faudra bien s'attacher à identifier avant d'envisager une fermeture. Troisième paramètre, c'est le site de drainage. Et donc, c'est très essentiellement dans les cavités droites, beaucoup plus rarement dans les cavités gauches et dans l'artère pulmonaire. Et puis ensuite, il y a également le mode de terminaison. Est-ce que c'est une fistule avec un seul site de terminaison ou plusieurs microfistules en distalité? La complexité de la fistule, est-ce qu'il y a plusieurs pédicules nourriciers? Est-ce qu'elle est unique ou multiple? Quelle est sa taille? Et donc la taille, elle est globalement répartie en fistules de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, en fonction du diamètre de la fistule par rapport au diamètre du vaisseau de référence. Si c'est plus que 2 fois le diamètre du vaisseau de référence, c'est des fistules de grande taille. Et puis, il y a les conséquences de trajet ou physiopathologiques, c'est-à-dire l'importance du shunt, le caractère éventuellement sinueux, tortueux de la fistule, une composante anévrismale sur le trajet de la fistule, ce genre de choses. La physiologie, elle dépend de la combinaison de 3 facteurs essentiellement. D'une part, la résistance au flux dans la fistule, qui est fonction de la longueur du vaisseau, de son diamètre et puis des tortuosités éventuelles. Le gradient de pression, ce n'est pas pareil évidemment si elle se draine dans une cavité à basse pression ou d'une cavité à haute pression. Et puis le type de shunt, si c'est un shunt gauche-droit ou si c'est une fistule qui se draine dans les cavités gauches. À gros traits, une fistule qui va se drainer dans la veine cave supérieure, l'OD, le sinus coronaire aura une physiopathologie de shunt prétricuspide, c'est-à-dire comme une CIA. Si elle se draine dans le ventricule droit, l'AP,
on sera plus proche d'une fistule de canal artériel. Et puis, si elle se draine dans l'oreillette gauche, ça sera la physiopathologie d'une fuite mitrale massive, dans le ventricule gauche, d'une fuite aortique massive. La démarche diagnostique, elle est assez intuitive finalement. Le plus souvent, le diagnostic est fortuit, sauf évidemment dans les formes néonatales. L'examen clinique va s'attacher à retrouver un souffle continu, à décrire la présence de symptômes, et notamment d'une symptomatologie d'effort, et puis des signes d'insuffisance cardiaque. Et ensuite, le premier examen, c'est évidemment l'échographie, qui, en théorie, à elle seule, suffit pour poser le diagnostic. On a les images ici d'un enfant qu'on a vu il y a quelques semaines à Nantes, avec une coronaire droite à l'évidence dilatée, et puis un flux continu dans l'une des cavités cardiaques, qui en soi pose le diagnostic de fistule. On va également s'attacher en échographie à regarder s'il y a ou non des malformations cardiaques associées qui pourraient justifier de toute façon une prise en charge chirurgicale. Quel est le retentissement hémodynamique? Quel est le niveau des pressions pulmonaires, la dilatation cavitaire? Quelle est la cinétique segmentaire et globale? C'est important d'avoir une estimation basale avant une quelconque intervention. Et puis, quel est le rapport du site de terminaison avec les structures adjacentes? Parce que si, par exemple, la fistule se draine à proximité d'une valve atrioventriculaire, ça peut éventuellement limiter l'approche percutanée, parce qu'on ne voudrait pas léser les structures, évidemment. Et ensuite, l'examen est complété avec un certain nombre d'examens en fonction des situations, qui peuvent être un test d'effort, un coroscanner, une imagerie de type IRM ou une scintigraphie myocardique si nécessaire. Ensuite, le dossier est staffé évidemment dans le cadre d'un staff médico-chirurgical de cardiologie congénitale. On le reverra au moment des recommandations, mais c'est bien stipulé que ces prises en charge s'adressent à des équipes de cardiologie congénitale avec un certain nombre d'indications de fermeture qui sont retenues et qui, grosso modo, sont des patients symptomatiques, un shunt important ou des complications. Et puis ensuite, la procédure est préparée avec un coroscanner s'il n'a pas été fait précédemment, et plus ou moins, dans un certain nombre de cas, une coronarographie diagnostique pour bien préparer l'abord, éventuellement le matériel qu'on va utiliser. Les recommandations, alors les recommandations européennes sont laconiques sur les fistules coronaires, mais elles stipulent simplement qu'elles doivent être fermées en cas de fistules symptomatiques avec complications ou avec un shunt considérable. Mais les recommandations américaines sont plus développées. Et donc, pour l'enfant, on a ce scientific statement de 2011 sur le cathétérisme cardiaque pédiatrique qui précise qu'une fermeture percutanée est indiquée chez le patient avec une fistule coronaire symptomatique, ce qui est du bon sens. C'est une recommandation de classe 1, niveau de preuve B, et qu'une fermeture percutanée est raisonnable lorsque la fistule est large ou de taille moyenne, même en l'absence de symptômes. Classe 2A, niveau de preuve C. Chez l'adulte, les recommandations sont plus précises, plus fournies, mais globalement, on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'une fistule large, qu'il y ait ou non des symptômes, devrait être fermée. C'est une recommandation de classe 1. Et qu'une petite fistule, une fistule moyenne, mais qui est associée à des symptômes ou à des complications, doit aussi être fermée. Et puis ces recommandations américaines, elles précisent, et c'est notamment l'objet de leur actualisation en 2018, que ces prises en charge doivent être faites dans des centres de recours avec une expertise en cardiologie congénitale, que ce soit pour les chirurgiens ou pour les interventionnels qui vont être concernés. Il est proposé un algorithme de prise en charge. Globalement, c'est aussi là encore assez intuitif, c'est-à-dire qu'une fistule large ou de taille modérée, si la fistule est de petite taille, eh bien, on propose une surveillance médicale. Si la fistule est de taille moyenne ou large, et qu'il y a une autre indication de prise en charge chirurgicale chez ce patient ou un faible risque opératoire, eh bien, il est adressé à la chirurgie. Et sinon, il est adressé, donc, dans la majorité des cas, à la fermeture percutanée. En fonction de la complexité de la procédure, eh bien, c'est un abord artériel ou veineux ou artério-veineux, avec un certain nombre de matériels différents. Ce qui est important aussi, c'est ce qui est en bleu foncé en dessous, c'est-à-dire que si on n'a pas réussi une première procédure OKT, ça vaut le coup de recommencer tant est qu'on ait identifié la raison pour laquelle on n'a pas réussi. Et puis que si on a réussi, eh bien, c'est important de suivre ces malades sur du long terme et de ne pas les laisser s'échapper. On verra que dans la plupart des séries, on n'a aucune donnée sur le suivi à long terme. Ça, c'est la prise en charge en dissociant les fistules proximales et les fistules distales. Globalement, on revient un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'une fistule proximale, on va avoir tendance à vouloir la fermer
En fait, ce qui est le plus important sur la diapo, c'est ce qui se voit le moins, mais c'est les petits astérix noirs à l'intérieur du trajet fistuleux. C'est-à-dire que la fistule proximale, on peut la fermer soit immédiatement proximale au moment du site d'origine de la fistule, soit en distalité, soit les deux. Et la fistule distale, ben, évidemment, c'est une fermeture la plus distale possible et au-delà du dernier rameau à destinée myocardique, avec que ce soit l'une ou l'autre de type anatomique, soit un abord artériel, soit un abord veineux, soit un circuit artério-veineux pour avoir plus de support pour progresser par voie artérielle ou pour pouvoir monter une prothèse par voie veineuse. Le matériel d'occlusion, c'est en percutané essentiellement des prothèses ou des coils. De façon beaucoup plus anecdotique, il y a eu des stents couverts mis dans les artères coronaires, essentiellement quand il y a plusieurs pédicules nourriciers et qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour fermer cette fistule par voie percutanée, mais dans la mesure du possible, il faut évidemment éviter puisqu'on s'expose à un risque supérieur de thrombose de stent. Ça, c'est un aperçu du matériel qu'on va utiliser. Alors, en fait, il est assez varié, c'est-à-dire que pour les coils, il y a différents types de coils. Il y a des coils dits 2D hélicoïdaux qui sont relativement classiques ou sphériques avec une conformation tridimensionnelle. Il y a des coils nus ou fibrés à poil qui sont plus prothrombogènes. Il y a des coils qu'on peut pousser simplement dans la sonde ou qui sont d'autres coils à détachement contrôlé qui sont évidemment plus sécurisés. Et puis, il y a des coils dits classiques avec un diamètre de guide à 0,035 et puis des micro-coils 0,018 qui peuvent donc nous rentrer dans des micro-cathéters et permettre d'aller beaucoup plus en distalité dans des petits vaisseaux. Pour ce qui est des plugs et des occludeurs, il y a classiquement pour les fistules coronaires, on utilise des plugs vasculaires puisque c'est des structures tubulaires qu'on cherche à occlure. Et donc, c'est typiquement des prothèses de type AVP2 ou AVP4 ou microvascular plug. Alors là, c'est des plugs qui, eux aussi, peuvent rentrer dans des microcathéters. Moi, personnellement, je n'en ai pas l'expérience, mais j'ai vu que Younes avait publié en 2017 une série de fermetures de fistules coronaires avec des MVP et que plus récemment, Guity a également actualisé ça avec, je crois, 5 cas fermés par des microvascular plugs. Donc, ça, on pourra en parler après. Et puis sinon, on peut aussi mettre par voie veineuse une prothèse de type ADO1 en bouchon de champagne là, pour pouvoir fermer la distalité de la fistule. Et puis à côté de ça, il faut évidemment avoir tout un matériel supplémentaire avec notamment des cathéters de toute taille, des catéguides, des micro-cathéters et puis éventuellement un lasso pour pouvoir récupérer le guide et faire un circuit artério-veineux pour pouvoir acheminer la prothèse. Alors voilà quelques exemples. C'est un enfant de 7 ans qui avait une fistule distale entre l'IVA et le ventricule droit. On voit qu'on a pu progresser avec le catéguide en fait, jusqu'à la distalité. Le trajet était relativement droit. Et à la distalité, il y a une zone sténosée dans laquelle on va libérer des coils jusqu'à finalement tasser un certain nombre de coils pour avoir une occlusion complète. Ici, c'est un cas un peu différent avec une fistule chez un enfant du même âge, une fistule proximale pour le coup qui part très précocement sur le réseau coronaire gauche pour rejoindre la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Et alors, c'est un cas qui avait été fait à New York. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un test d'occlusion au ballon, ce qui est effectivement une bonne pratique sur le site où ils pensent aller implanter la prothèse pour pouvoir vérifier d'une part qu'il n'y a pas de modification électrique et d'autre part, normalement, ça permet de mieux opacifier l'intégralité du trajet fistuleux et s'assurer qu'il n'y ait pas de branche destinée myocardique qu'on ait négligée. Et puis ensuite, en ayant franchi la fistule par voie artérielle rétrograde, ils ont pu récupérer le guide de lasso, faire un circuit et remonter par voie droite une gaine qui a permis de déployer une prothèse sur le site de terminaison de la fistule. On voit sur l'angiographie de contrôle à la fin que la fistule est effectivement occluse, mais qu'il y a un retard de flux très conséquent dans la fistule. Et finalement, c'est plutôt des fistules qu'il faut essayer d'occlure de façon proximale, parce que là, les conditions sont requises pour avoir une thrombose de la fistule qui pourrait avoir une extension rétrograde. Et donc, ça peut éventuellement être relativement compliqué en fonction du management médical qu'ils ont appliqué ensuite. Là, c'est une patiente adulte. C'était une fistule proximale entre la coronaire droite et l'artère pulmonaire. Alors, sur l'écran de l'encart de gauche, le réseau coronaire droit est normal. Mais vraiment, à la partie toute initiale du segment 1 de la coronaire droite, eh bien, il y a un trajet fistuleux qui s'en va vers l'artère pulmonaire
avec à son origine un volumineux anévrisme saculaire. Et donc, cette fistule a pu être traitée par voie percutanée en stabilisant d'abord un catéguide avec plusieurs guides coronaires, l'un dans la coronaire native et puis plusieurs dans le trajet fistuleux. Et puis ensuite, ça nous a permis de venir acheminer des coils sphériques qui ont pu remplir l'intégralité de la boule sans aucun shunt résiduel. C'est pour dire qu'il y a une grande variété anatomique, il y a aussi une grande variété d'approches, il suffit de pouvoir s'y adapter. Et ça, c'est un dernier exemple avec une fistule proximale chez un adulte également, entre la coronaire droite et l'oreillette droite, et puis un volumineux anévrisme sur le corps même de la fistule entre ces deux extrémités. C'est un cas qui avait été fait à Londres et qu'on a pu fermer en récupérant un lasso par voie droite et en remontant sur ce téléphérique une gaine par voie droite. Et à la différence du cas américain tout à l'heure, eh bien, il y a une première prothèse qui a été mise sur le site d'origine de la fistule et une seconde prothèse sur le site de terminaison. Et donc, ça a permis d'exclure l'anévrisme par voie percutanée et d'occlure la fistule. Ça, c'est un cas plus récent qu'on a fait à Nantes il y a une quinzaine de jours avec une fistule large distale entre la coronaire droite et le sinus coronaire. On voit bien qu'elle se jette dans le sinus coronaire avec un trajet qui est relativement rectiligne au départ et puis qui est un petit peu tortué sur la fin. Et quand on progresse avec le catéguide jusqu'en distalité, on voit que les derniers rameaux à destinée myocardique qu'on avait du mal à individualiser sur la coro-sélective initiale, eh bien, on arrive à mieux les préciser. Ils sont relativement proches du site d'insertion sur le sinus coronaire. Donc, évidemment, il faut pouvoir positionner une prothèse au-delà. C'est ce qui a été fait avec un guide qui a été passé dans le sinus coronaire, récupéré au lasso, extériorisé par voie veineuse. Et puis, ça nous a donné suffisamment de support pour continuer d'avancer et déployer une prothèse de type Piccolo 5.4. Et vous voyez sur l'imagerie finale, la prothèse est bien en place, elle est bien au-delà des dernières branches à destinée myocardique, elle respecte le sinus coronaire, on fait une injection simultanée par voie droite dans le sinus coronaire qui est bien libre. Et ça, c'est un dernier exemple d'un case report où, sur une fistule entre la coronaire droite et le sinus coronaire qui est extrêmement tortueuse en distalité, malgré 2 tentatives successives, ils n'avaient jamais réussi à l'occlure et ils ont fini par décider d'impacter un stent couvert dans le sinus coronaire pour occlure la terminaison distale. Je pense que ça peut se discuter parce que la chirurgie a aussi d'excellents résultats. Et là, pour le coup, on ne sait pas très bien comment va se comporter un stent couvert dans un sinus coronaire sur du long terme. Mais malgré tout, voilà, c'est présenté comme une option supplémentaire. Alors, l'approche chirurgicale, elle est soit conventionnelle, ou la plupart du temps conventionnelle. Je parle sous le couvert des chirurgiens. Et elle consiste, si j'ai bien compris, en une ligature épicardique ou en une suture par voie endocavitaire, plus ou moins mise en place d'un patch. Il peut y avoir également un abord transcoronaire pour pouvoir aborder le site d'entrée de la fistule dans le myocarde. Et puis, elle se fait avec ou sans CEC en fonction de la configuration. Et puis, sur l'encart de droite, c'est un exemple plus récent, publié récemment par l'équipe de Boston, qui a appliqué une approche dite hybride. En fait, c'est une très large fistule entre la coronaire droite et le ventricule droit, qui était de diagnostic anténatal et d'emblée très symptomatique à la naissance chez un enfant de 2,6 kg. On voit la coronarie diagnostique qu'à l'évidence, elle n'est pas fermable par voie percutanée, elle est absolument monstrueuse. Un guide coronaire a été laissé en place pour aider le chirurgien à se repérer en péropératoire. L'enfant a été transféré au bloc. Et il y a eu à la fois une suture par voie endocavitaire et à la fois une ligature épicardique parce que sur la coro de contrôle sur table, il restait un shunt résiduel. Et on voit sur la dernière image que la coro de contrôle sur table en péropératoire est satisfaisante avec un réseau gauche qui est bien respecté, une coronaire droite sur laquelle il y a un retard de flux, mais il n'y a plus de shunt résiduel dans le trajet fistuleux. Et puis sur le coroscanner à 6 mois, la coronaire droite a retrouvé des dimensions normales. Et donc tout le monde était satisfait. Au-delà des caractéristiques techniques, il y a la question du remodelage coronaire ultérieur, parce que c'est quelque chose qui est relativement peu documenté, mais qui en fait est presque le plus important. C'est comment vont se comporter ces fistules et ces coronaires à distance du geste. On a des données qui ont été publiées il y a quelques mois par ce qui s'appelle le registre international de la fistule coronaire,
En fait, c'est un peu pompeux, mais c'est ni un registre ni international, mais c'est une cohorte en fait rétrospective sur 25 ans, et c'est international dans le sens où c'est essentiellement 18 centres américains, mais ils ont eu la délicatesse de mettre un centre japonais et un centre indien, donc ça en fait un registre international. Et toujours est-il qu'il y a 48 enfants de moins de 1 an qui sont inclus dans ce registre pour 20 centres, donc ça fait quand même 2 patients par centre. Ça dit peut-être beaucoup de l'expérience des opérateurs. Et pour autant, c'était globalement la moitié des enfants étaient pris en charge par voie percutanée et la moitié par voie chirurgicale. Et ça leur a permis de classer à partir d'une artério de contrôle qui avait été faite chez 21 patients, finalement d'essayer de schématiser une classification de remodelage de la fistule à distance, à 6 mois. Et donc, ils ont identifié 3 profils différents. Le premier, c'est un remodelage optimal, c'est-à-dire que c'est les encarts ici de gauche, la fistule est complètement occluse, thrombosée, il n'y a pas de shunt résiduel. Complètement à droite, c'est le type 3 avec une persistance de la dilatation coronaire due à un shunt résiduel, que ce soit chirurgical ou percutané. Et puis ce qu'ils ont appelé un remodelage sous-optimal, qui en fait est un mauvais résultat, c'est-à-dire que c'est le 2A, c'est une thrombose coronaire symptomatique, en gros un infarctus du myocarde post-opératoire. Ils ont eu 2 cas sur 21. Le 2B, c'est une thrombose coronaire asymptomatique du fait de collatéralité. Et le 2C, c'est une thrombose coronaire partielle avec un remodelage, des irrégularités sur le trajet de la fistule. Et à nouveau, c'était à peu près 2 patients. Alors, le tout sur 20 patients, on ne peut pas en dire grand-chose, mais malgré tout, ils ont réussi à classifier ça. Et ça débouche sur une proposition d'algorithme décisionnel pour le suivi qu'on verra après. Ça, c'est ce qui globalement est fait, je pense, à peu près partout, en tout cas au vu de la littérature. C'est-à-dire qu'une fois que la fistule est fermée, il faut se poser la question de son traitement. Et donc, le traitement médical va soit être du cardégique, soit être des AVK, soit les deux, pour une durée qui n'est pas très claire. Alors, ce que l'on recommande ou ce qui est recommandé dans la littérature, c'est que lorsque la fistule est très dilatée, avec un gros retard de flux sur le contrôle post-fermeture, eh bien, on conseille des AVK pour une durée qui pourrait être de 3 à 6 mois, et sinon du cardégique pendant au moins 1 an. En parallèle, il faut penser à la prévention de l'endocardite infectieuse pendant au moins 6 mois, puisque du matériel étranger, éventuellement sur du plus long terme s'il y a un shunt résiduel. Et puis, sur du long terme, penser à la prévention de l'athéromatose coronaire, puisqu'il est évoqué qu'une fissure coronaire dans l'enfance puisse être associée à de l'athérosclérose à l'âge adulte, même si ça repose sur peu de données probantes. Mais on sait que les fistules et la magnitude du shunt peut être associée à des calcifications coronaires. Donc, il faut bien penser à dire à ces patients-là d'avoir un rythme de vie sain et de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaires. Le suivi, il est précoce au départ, évidemment, il s'espace dans le temps, mais il faut bien garder ces patients à l'œil et puis prévoir une imagerie de contrôle coronaire qui soit un gros scanner, soit une coronarographie, avec des durées qui varient en fonction des équipes, mais qui sont proposées entre 6 mois et 5 ans globalement. Les principales complications au cours du suivi que l'on peut rencontrer, c'est d'une part l'infarctus du myocarde par thrombose coronaire. C'est 10 à 15% des cas dans l'expérience de la Mayo Clinic et de l'équipe de Boston. Donc ça veut dire que c'est une complication qui est réelle, qui existe et qu'il ne faut pas négliger. Les facteurs de risque essentiels qui ont été définis, c'est le caractère large de la fistule, le fait qu'elle se draine anatomiquement dans le sinus coronaire, parce que souvent, c'est des fistules qui sont très ectasiques, très larges, avec des longs trajets, un énorme retard de flux une fois que la fistule est occluse, et puis éventuellement l'impaction d'un stent de couvert dans la coronaire. Le risque de recanalisation, il est sûrement pas négligeable. L'incidence précise n'est évidemment pas connue, parce qu'en fait, le risque principal, c'est celui qui est tout en bas de la colonne, mais c'est la rupture de suivi, parce que globalement, dans à peu près toutes les séries, il y a au moins 30% de suivi, de rupture de suivi, de patients qui sont perdus de vue. C'était notre cas, on a repris l'expérience de Marie Lalonde en 2015, il y avait 30% de perdus de vue à 3 ans après la fermeture. Il y a eu une étude multicentrique française rétrospective publiée en 2016, il y a eu 30% de rupture de suivi à 3 mois après la fermeture. C'est-à-dire qu'on n'est pas mieux que les autres et qu'en fait, ces malades-là, même si on pourrait penser qu'une anomalie coronaire chez un enfant, on va avoir à cœur de la suivre de façon très précautionneuse, et ben, il y en a quand même au moins un tiers qui nous échappe assez vite. Et donc, ça pose beaucoup de questions sur le risque de recanalisation et sur le risque évolutif à plus long terme. Et ça incite vraiment à essayer d'avoir des stratégies pour faire mieux.
Et puis le risque de réintervention en cas de recanalisation, bien sûr, ça c'est le diagramme qui était issu de l'étude de l'expérience de Marilyn Long. On avait 23 patients sur 30 ans, adultes et enfants confondus. Et en rouge, c'est les adultes, en bleu, c'est les enfants. On voit que le taux de réintervention, c'est la survie sans réintervention. Les adultes étaient beaucoup plus exposés à des réinterventions et à des réinterventions beaucoup plus précoces, probablement parce que l'anatomie de la fistule n'est pas la même et que c'était davantage des fistules coronaro-pulmonaires et donc souvent avec des pellicules multiples et qui se recanalisent sûrement plus facilement. Et puis, il y a un risque théorique d'infection sur la fistule occluse qui est, dans certains papiers, estimé à 0,25 par patient année. Ça, c'est l'algorithme de suivi qui est proposé, enfin de traitement post-fermeture qui est proposé par l'équipe de la Mayo Clinic chez les nourrissons qui ont eu une fermeture de fistule. Alors, globalement, on retrouve sur les fistules de taille moyenne ou large qui ont été fermées au moins de l'aspirine pendant 1 an et éventuellement de l'anticoagulation pendant 3 à 6 mois. Ils disent le temps du premier contrôle angiographique ou scanographique de la coronaire. Et puis, c'est la même chose ici pour les fistules larges ou de taille moyenne qui sont symptomatiques. Aspirine pendant 1 an et AVK pendant 3 à 6 mois, le temps du premier contrôle. Et en fonction du premier contrôle, soit on a un remodelage optimal tel que décrit dans le registre international, c'est-à-dire que la fistule est occluse, il n'y a pas de thrombose extensive, il n'y a pas de chaîne résiduelle, on doit pouvoir s'arrêter là, ou il propose qu'on puisse s'arrêter là, donc éventuellement à 6 mois de la fermeture. Soit le remodelage est sous-optimal, et à ce moment-là, il faut pouvoir continuer un traitement, ce qui, encore une fois, ne repose pas sur beaucoup de patients, mais un traitement sur du long terme. C'est un sujet pour lequel il y a certainement des perspectives dans l'avenir. Les pratiques vont sûrement évoluer. On peut faire mieux en termes de planification préopératoire et sûrement que l'impression 3D pourrait avoir un rôle. Il y a quelques papiers qui commencent à sortir sur la numérisation 3D ou l'impression 3D des fistules complexes pour pouvoir mieux préparer la procédure. L'imagerie fonctionnelle aura peut-être un rôle aussi dans l'avenir. On a des choses à mieux comprendre sur le timing optimal de l'intervention, notamment chez les enfants asymptomatiques avec des larges fistules. Et puis sur l'histoire naturelle et sur l'histoire corrigée, dans la mesure où on a peu de données de suivi de long terme chez ces patients. Et puis, évidemment, sur la prise en charge, il y a aussi les techniques qui vont évoluer. Et donc, en conclusion, je me rends compte que là, la diapo pourrait faire penser que j'ai un conflit d'intérêt avec Converse, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est une anomalie qui est rare et donc une expérience globale qui est relativement limitée. C'est une procédure qui est souvent assez compliquée et qui n'est pas dénuée de risques. Et donc, la décision repose toujours sur un ratio bénéfice-risque chez des patients sélectionnés et dans des équipes sélectionnées de congénitales. Le bénéfice à long terme, parfois, est incertain, ou en tout cas, on a peu de données pour l'évaluer. Le suivi est souvent aléatoire avec un certain nombre de perdus de vue. Et puis, certainement, c'est un champ d'application dans lequel il y aura des innovations dans l'avenir. Et donc, tout ça pour dire que c'est typiquement un sujet sur lequel on doit pouvoir faire mieux tous ensemble. Et ça aurait un intérêt de pouvoir mieux structurer nos expériences dans le cadre d'un vrai registre prospectif, par exemple, multicentrique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.